Imaginez Rome en l'an 204 après Jésus-Christ. La ville bat au rythme des milliers de voix, mais dans l'ombre du quartier de Subura, quelque chose est sur le point de se produire qui ébranlera les fondations de l'Empire. Un jeune homme de seulement 16 ans, avec du sang impérial coulant dans ses veines, est trahi par la personne en qui il avait le plus confiance, son propre frère jumeau. Ce qui commence comme une nuit de célébration se transforme en le cauchemar le plus humiliant et dégradant jamais subi par un héritier du trône de Rome. Son nom est Marcus Aurelius Antoninus, mais l'histoire se souviendra de lui sous le nom de Caracalla. L'empereur qui, après avoir survécu à une trahison inimaginable, reviendrait transformé en l'un des souverains les plus cruels et redoutés que le monde ait jamais connus. Index revers pointant vers la droite, blanc resté jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment un frère, aveuglé par l'ambition, transforma l'héritier de l'Empire en esclave, et comment cette expérience donna naissance à un règne de terreur qui changea à jamais l'histoire de Rome. Pour comprendre cette histoire, nous devons nous rendre au cœur de l'Empire romain en 204. Rome vivait une période de puissance et d'expansion sous le règne de l'empereur Septime Sévère, un homme qui avait consolidé son autorité après des décennies de guerre civile. Son rêve était de créer une dynastie solide, une lignée qui assurerait la continuité du pouvoir dans sa famille. Le plan semblait parfait. Septime avait 2 fils jumeaux, Marcus Aurelius Antoninus l'aîné et Publius Septimius Geta. Tous 2 étaient nés à Lugdunum, l'actuel Lyon en France, et avaient été éduqués dès leur plus jeune âge pour gouverner. Mais bien qu'ils partageassent le même sang, leurs personnalités étaient radicalement différentes. Marcus, l'aîné, était impulsif, fier et militaire dans l'âme. Les légions l'admiraient et le voyaient comme un futur commandant. Geta, en revanche, était calculateur, politique et froid. Et bien que la loi romaine favorise Marcus en tant que premier-né, Geta ne pouvait accepter de vivre éternellement à l'ombre de son frère. À cette époque, la succession impériale n'était pas simplement une affaire familiale. C'était une lutte de pouvoir impliquant le Sénat, l'armée et l'élite de Rome. Chaque geste, chaque favoritisme de l'empereur pouvait faire pencher la balance. Et dans cette tension, la rivalité entre les frères devint bien plus dangereuse, une guerre silencieuse pour le trône. Index revers pointant vers la droite, blanc, et c'est dans ce climat d'ambition et de méfiance que Geta pris la décision qui allait changer à jamais le destin de l'Empire, éliminer Marcus sans se salir les mains par un meurtre. Son plan était bien plus pervers. Marcus Aurelius Antoninus venait d'avoir 16 ans. Le palais impérial se préparait pour une cérémonie solennelle, le Sénat et les légions seraient témoins de sa proclamation officielle comme héritier. C'était le jour où son destin semblait scellé, mais dans l'ombre, Geta avait déjà décidé que ce jour ne viendrait jamais. Geta ne voulait pas d'un assassinat direct. Il savait que tuer Marcus éveillerait immédiatement les soupçons de leur père, l'empereur. Au lieu de cela, il imagina un plan plus pervers, le détruire à la racine, lui ôter sa dignité et salir son nom de telle manière qu'il ne pourrait jamais revendiquer le trône. Pour ce faire, il fit appel à un homme craint dans toute Rome, Marcus Brutus Corbu, marchand d'esclaves. Un expert en effacement d'identité et en transformation de nobles en marchandises anonymes. La veille de la cérémonie, Geta invita son frère à une célébration privée dans une villa en dehors de Rome. Marcus, naïf et confiant, accepta l'invitation. Il ne pouvait pas soupçonner que ce banquet serait son dernier repas en tant que prince libre. Le vin était chargé de narcotiques venus d'Égypte, un poison silencieux qui engourdissait progressivement ses sens jusqu'à l'inconscience. Lorsque Marcus s'effondra, des hommes armés envahirent la villa. En quelques minutes, il fut enchaîné et transporté secrètement à travers des tunnels souterrains menant directement au quartier le plus sombre et dangereux de la capitale, Subura. Là, loin du marbre du palais, se trouvait le marché d'esclaves le plus dégradant de l'Empire. Pendant 3 jours, il resta inconscient dans une cellule sans lumière. Lorsqu'il se réveilla enfin, il n'était plus l'héritier du trône. Ses cheveux avaient été teints, sa peau assombrie avec des colorants orientaux et son corps marqué de symboles faux pour le faire passer pour un esclave barbare capturé aux frontières. Son nom avait été effacé. Sa lignée, cachée. Aux yeux de Rome, Marcus n'était plus un prince, il n'était plus qu'une marchandise. Index revers pointant vers la droite, blanc, et c'est là, au cœur de Subura, que le cauchemar commença. L'héritier de Rome était sur le point d'être vendu comme simple esclave sexuel, sans que personne ne connaisse sa véritable identité. L'agitation du marché de Subura atteignait son apogée. Parmi les cris des marchands et les paris des proxénètes, un garçon à l'apparence noble, mais enchaîné et sans nom, fut exposé devant la foule. Personne ne soupçonnait que ce jeune homme était le fils de l'empereur. Marcus Aurelius Antoninus, héritier du trône de Rome, fut vendu comme esclave sexuel pour seulement 300 deniers d'or.
Son acheteur fut Gallus Valerius Maximus, propriétaire du bordel le plus exclusif de Subura. Là, les fantasmes des puissants étaient réalisés à huis clos. Le bâtiment de 3 étages n'était pas seulement un lupanar, c'était une usine de dégradation. Au premier étage, des catalogues illustrés permettaient aux clients de choisir leurs marchandises. Le second abritait des chambres décorées avec des huiles et parfums. Et au troisième, comme dans une prison dorée, dormaient les esclaves lorsqu'ils n'étaient pas utilisés. C'est là que Marcus reçut une nouvelle identité, Marcus Servus, un supposé barbare capturé en Germanie. Pendant des jours, il fut isolé dans une cellule, nourri à peine de pain et d'eau, jusqu'à ce que son corps et son esprit semblent plier. Sa première expérience comme esclave sexuel arriva rapidement, un sénateur âgé le réclama comme divertissement de luxe. Ce que Marcus vécut cette nuit-là fut plus qu'une humiliation, ce fut une blessure à sa dignité, une marque indélébile qui l'accompagnerait toute sa vie. Mais au lieu de se briser, Marcus commença à développer une stratégie de survie mentale. Le jour, il obéissait. Il jouait le rôle de l'esclave docile et complaisant, incapable de résistance. Mais la nuit, dans la solitude de sa cellule, il se rappelait qui il était vraiment. Pas Marcus Servus, mais Marcus Aurelius Antoninus, héritier de l'Empire romain. Et dans cette dualité naquit une nouvelle force, celle d'observer, mémoriser et attendre. Chaque client devenait un livre ouvert. Marcus mémorisait les noms, les visages, les secrets confessés dans l'intimité, les faiblesses dissimulées sous le plaisir. Sans le savoir, les hommes les plus puissants de Rome nourrissaient le jeune homme qui, un jour, tiendrait la vengeance entre ses mains. Et parmi les autres esclaves, il trouva une alliée, Claudia, une grecque cultivée qui lui apprit à supporter la dégradation tout en gardant son esprit intact. C'est elle qui l'aida à transformer la douleur en apprentissage et l'humiliation en patience stratégique. Index revers pointant vers la droite blanc. Ce que personne n'imaginait, c'était que dans ce bordel, on ne détruisait pas un héritier, on forgeait l'empereur le plus dangereux que Rome connaîtrait. Janvier 205. Marcus était déjà en captivité depuis presque 10 mois. Son corps portait les marques de l'humiliation, mais son esprit était devenu plus acéré que jamais. Puis survint l'inattendu, une visite qui allait tout changer. Cette nuit-là, le bordel reçut un client distingué, Marcus Aurelius Cléandre, préfet du prétoire et bras droit de l'empereur Septime Sévère. Cléandre cherchait discrétion et plaisir, mais lorsqu'il rencontra le jeune homme connu sous le nom de Marcus Servus, il fut paralysé. Malgré ses cheveux teints, sa peau altérée et les marques des abus, il reconnut les traits incontestables du fils de l'empereur. Ce garçon n'était pas un esclave ordinaire. Il était l'héritier perdu de Rome. Cléandre demanda une séance privée, et dans l'intimité, Marcus confirma son identité, il montra des cicatrices connues seulement de la famille impériale et récita des secrets du Sénat et du palais, des preuves impossibles à contester. Cléandre comprit qu'il ne pouvait perdre une seconde. Si ce secret se révélait, toute Rome éclaterait dans un scandale qui pourrait ruiner l'Empire. Cette même nuit, sous le couvert d'un simple achat, Cléandre paya Valerius une somme qui ne susciterait aucun soupçon. Officiellement, il emmenait un nouveau serviteur domestique. En réalité, il sauvait l'héritier du trône. Marcus fut transporté en silence par des tunnels menant au palais impérial. À l'aube, après presque une année d'enfer, il retrouvait le marbre et l'or qui avaient été autrefois son foyer. La réunion avec son père, Septime Sévère, fut déchirante. L'empereur, qui avait pleuré son fils en le croyant mort ou capturé par des ennemis barbares, l'enlaçait maintenant avec fureur et douleur. Mais la joie du retour se mêlait à un horreur indescriptible. Marcus raconta chaque détail de son enlèvement, les noms des sénateurs, des marchands et des militaires qu'il avait humiliés, et les secrets qu'il avait extorqués à ses clients. C'était un catalogue de corruption et de perversion capable de détruire tout le gouvernement. Septime Sévère comprit immédiatement que son fils n'était pas revenu en victime, mais en arme. Le garçon naïf était mort dans la subure. À sa place, quelqu'un de plus froid, plus calculateur, et bien plus dangereux était né. Index revers pointant vers la droite blanc. Dès ce moment, père et fils commencèrent à planifier en secret leur vengeance. Une vengeance qui ne se baserait pas sur les épées, mais sur quelque chose de bien plus puissant, l'information et la peur. Après son retour, Marcus n'apparut pas immédiatement en public. Officiellement, il était toujours porté disparu. En secret, avec son père, il commença à concevoir quelque chose que Rome n'avait jamais vu, un réseau de pouvoir souterrain, tissé de chantage, de manipulation et de peur. Marcus possédait un avantage incomparable, il avait entendu les confessions les plus intimes des sénateurs, marchands et officiers,
tandis qu'il croyait qu'il était un esclave anonyme. Secrets de corruption, trahison politique, affaires illégales, complot contre l'Empire, toutes ces informations étaient désormais entre ses mains. Et Marcus savait comment en faire son arme la plus puissante. Un par un, il commença à contacter discrètement ses anciens clients. Le message était simple, il connaissait leurs secrets, savait ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient confessé dans l'obscurité. Deux options, jurer fidélité absolue au futur empereur, ou faire face à la ruine publique et à l'exécution pour trahison. L'effet fut immédiat. Les sénateurs qui autrefois méprisaient Marcus devinrent ses partisans les plus fidèles. Les préfets militaires qui l'avaient abusé se transformèrent en ses généraux les plus loyaux. Les marchands corrompus commencèrent à financer ses plans, craignant que leurs péchés soient révélés. Toute Rome, à son insu, commençait à tourner autour d'un héritier jouant aux échecs dans l'ombre. En parallèle, Marcus cultivait une nouvelle image publique. Pour le peuple et le Sénat, l'histoire officielle expliquait son absence, il avait été en mission secrète dans les provinces orientales, s'infiltrant parmi des tribus barbares comme espion impérial. Un récit pratique qui cachait la vérité et le ramenait à Rome comme un héros mystérieux, endurci par des épreuves secrètes. Mais sous cette façade se cachait une réalité bien plus sombre, Marcus n'était plus le garçon naïf trahi par Geta. Il était devenu calculateur, patient, implacable. Il avait appris de sa propre chair que le pouvoir ne résidait ni dans les légions ni dans le Sénat, mais dans les secrets capables de détruire des vies. Index revers pointant vers la droite blanc et ainsi, tandis que tous célébraient son « retour miraculeux », Marcus préparait en silence le coup décisif contre son frère. Le plateau était prêt. Il ne manquait que le mouvement final. Rome, en 207 après Jésus-Christ. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit dans la villa où Geta avait trahi son frère. En apparence, les jumeaux cohabitaient à nouveau dans le palais impérial. En public, ils s'embrassaient, partageaient des banquets et souriaient devant le Sénat. Mais derrière chaque geste cordial se cachait une vérité gênante, Marcus savait ce que Geta avait fait, et Geta craignait en silence que la vérité éclate un jour. Marcus avait attendu le moment opportun. Il n'était pas pressé. Il avait appris que la patience était la meilleure arme. Et lorsqu'il jugea que tous les fils étaient entre ses mains, il invita son frère à une expédition de chasse dans les forêts d'Alban. Une sortie fraternelle, intime, loin du palais et des témoins gênants. Geta, confiant, accepta. Exactement comme Marcus l'avait fait des années auparavant. La première nuit, ils partagèrent du vin et des souvenirs. La deuxième nuit, Marcus lui servit une coupe préparée avec les mêmes narcotiques qui avaient été utilisés contre lui. Le cercle se refermait. Geta but sans se douter de rien. Et lorsqu'il se réveilla, enchaîné dans une caverne sombre, il comprit que l'histoire se répétait, mais avec les rôles inversés. Devant lui se tenaient les 3 complices de la conspiration originale, Corbu, le marchand d'esclaves, Valerius, le propriétaire du bordel, et Fabius, l'un des proxénètes qui avait facilité la vente. Tous étaient prisonniers, tous humiliés. Marco apparut, illuminé par les torchers, le visage durci par la douleur et la vengeance. Il leur montra des documents, des confessions et des preuves confirmant ce que Geta avait fait. Il n'y avait pas d'échappatoire, aucune négation possible. La sentence de Marco fut aussi cruelle que calculée, Geta vivrait le même sort que lui. Il serait vendu comme esclave, rebaptisé d'un faux nom, contraint de servir les mêmes clients qui avaient autrefois abusé de son frère. Chaque humiliation serait documentée, chaque larme transformée en témoignage vivant de justice implacable. Ce ne serait pas un châtiment rapide, mais une dégradation lente, méthodique, impossible à fuir. Pendant des mois, Geta traversa le même enfer que Marco. Mais contrairement à son frère, il manquait de la force mentale pour résister. Il céda. Il perdit son identité, sa fierté, sa dignité. Ce qui avait été autrefois un prince rusé et ambitieux devint une ombre obéissante, incapable de se rebeller. Marco avait obtenu sa vengeance, mais en voyant son frère détruit, il commença à ressentir un vide inattendu, il avait gagné, oui, mais la victoire ne lui rendait rien de ce qu'il avait perdu. Index revers pointant vers la droite blanc et pourtant, l'histoire n'était pas encore terminée. La mort de l'empereur Septime Sévère ouvrirait un nouveau chapitre, et avec lui, la naissance officielle de Caracalla, un empereur qui gouvernerait avec la même cruauté avec laquelle il avait exécuté sa vengeance. L'empereur Septime Sévère mourut dans la ville d'Eboracum, l'actuelle York, en Britannia. Avec son départ, l'Empire romain passa entre les mains de son fils aîné, Marcus Aurelius Antoninus, déjà connu de tous sous le nom de Caracalla.
Le moment qu'il attendait depuis des années était enfin arrivé. La couronne impériale reposait enfin sur son front. Mais cette ascension était teintée d'ombre. Geta, réduit à un homme brisé, fut ramené au palais pour affronter sa fin. Il ne restait plus rien du jeune ambitieux qui avait autrefois planifié la trahison. Il n'était plus qu'une ombre, incapable de raisonner, incapable de comprendre. Marco l'observa en silence. Il ne restait aucune trace du frère qui l'avait trahi, ni du rival qui l'avait défié. Il ne restait qu'un corps vide. Et à cet instant, Caracalla comprit une vérité amère, sa vengeance avait été trop parfaite. Il avait détruit son ennemi, oui, mais il avait aussi détruit le seul miroir de sa propre existence. Geta fut exécuté en secret. Officiellement, Rome ne sut jamais la vérité. On parla de bandits, de blessures de combat, de conspirations étouffées. La vérité est que ce jeune homme brillant qui aurait pu être empereur disparu de l'histoire, consumé par la justice implacable de son frère. Caracalla resta seul sur le trône, maître absolu de l'Empire, mais prisonnier d'un vide que tout le pouvoir du monde ne pouvait combler. Ce jour-là, en recevant les insignes impériales, Caracalla ne célébra pas. Il avait gagné la partie, écrasé son ennemi, accompli sa vengeance, mais en regardant à l'intérieur de lui-même, il découvrit qu'il ne restait rien du garçon naïf qu'il avait été. À sa place, le trône de Rome avait couronné un homme endurci, méfiant et à jamais marqué par la trahison. Index revers pointant vers la droite blanc et ainsi commença l'un des règnes les plus cruels de l'histoire romaine, le gouvernement de l'empereur Caracalla, un homme qui apprit à gouverner par la peur, le sang et le silence. Caracalla n'était plus Marcus Aurelius Antoninus, le jeune garçon naïf qui avait rêvé d'être empereur. Il était un homme marqué par l'humiliation, endurci par la vengeance et gouverné par la méfiance. Sa philosophie du pouvoir était simple et terrifiante, quiconque pouvait devenir une menace devait être éliminé avant même d'essayer. Les exécutions commencèrent presque immédiatement. Sénateurs, préfets militaires, commerçants, personne n'était à l'abri. Un regard suspect, une rumeur de trahison ou un mot mal placé suffisait pour que la sentence tombe. Rome, habituée aux intrigues, découvrit un nouveau niveau de peur, celui d'un empereur qui savait tout, se souvenait de chaque visage, de chaque secret, de chaque confession arrachée durant ces mois dans la Suburra. Son réseau d'informateurs s'étendait comme un essaim invisible. Il n'y avait aucun recoin de l'Empire où Caracalla n'ait pas des yeux et des oreilles. Espion au Sénat, dans les légions, sur les marchés et même dans les foyers les plus nobles. La paranoïa devint une politique d'État. Les punitions étaient exemplaires. Un sénateur qui, des années plus tôt, avait abusé de Marcus Servus, fut contraint d'avouer publiquement, devant ses pairs, ce qu'il avait fait sans le savoir. Les préfets militaires qu'il avait autrefois méprisés furent torturés à l'extrême, reflétant ce qu'il avait lui-même enduré. Les commerçants puissants virent non seulement leur fortune détruite, mais également leurs familles exécutées en guise d'avertissement. Toute Rome comprit que Caracalla ne pardonnait pas, et que la justice de l'empereur était aussi personnelle qu'impitoyable. Mais sa cruauté ne se limitait pas à ses ennemis personnels. Pendant ces 6 années de règne, Caracalla appliqua la même logique de suspicion et d'élimination préventive à quiconque pouvait le défier. Environ 50 000 personnes furent exécutées durant cette période, un chiffre dépassant largement celui de nombreux prédécesseurs. L'Empire entier vivait sous une seule certitude, la volonté de l'empereur était loi, et cette loi était écrite dans le sang. Seule une personne semblait avoir une influence sur lui, sa mère, Julia Domna. Elle était la seule à pouvoir lui parler sans crainte, la seule à parfois réussir à calmer la fureur qui le consumait. Mais même elle savait que son fils ne pouvait plus revenir. La douceur de Marcus était morte dans la Suburra. Ce qui restait était Caracalla, un empereur façonné par la trahison et soutenu par la terreur. Index revers pointant vers la droite blanc et comme tout souverain qui gouverne par la peur, sa fin ne tarderait pas à venir. Caracalla se trouvait en campagne militaire en Mésopotamie. L'empereur qui avait exécuté des milliers de personnes par suspicion, qui avait construit un règne basé sur la peur, semblait l'intouchable. Pourtant, sa fin est survenue de la manière la plus ironique et cruelle qui soit, dans un moment des plus ordinaires. Alors qu'il marchait avec ses troupes, Caracalla s'arrêta pour uriner sur le bord du chemin. Sans sa garde immédiate, il se retrouva vulnérable pendant un bref instant. Ce seul moment fut suffisant pour qu'un soldat prétorien, Julius Martialis, s'approche par derrière et le poignarde. Martialis avait un motif personnel, son propre frère avait été exécuté sur ordre de l'empereur. L'homme qui avait fait de la méfiance son bouclier mourut exactement comme il l'avait craint toute sa vie, seul, trahi et victime de la violence qu'il avait lui-même cultivée.
Aucune légion ne vint à son secours. Aucun allié ne risqua de le protéger. Toute Rome avait appris à le haïr autant qu'à le craindre. Dans ces derniers instants, Caracalla ne pensa ni à la gloire de ses campagnes militaires ni au pouvoir absolu qu'il avait exercé. Selon les chroniqueurs, ses pensées revinrent à l'adolescent de 16 ans qu'il avait été autrefois, naïf, confiant et capable d'aimer son frère jumeau avant la trahison. Il comprit, peut-être pour la première fois, que sa vengeance l'avait transformé en quelque chose de pire que son ennemi. Qu'il avait tout gagné, et perdu son humanité dans le processus. Son corps fut incinéré sans honneur particulier. L'Empire continua, comme il le faisait toujours, comme si cet homme n'avait jamais existé. Mais l'empreinte de sa brutalité resta à Rome, comme une cicatrice indélébile dans l'histoire de l'Occident. Index revers pointant vers la droite blanc, et c'est ainsi que se termina la vie de Caracalla, un empereur qui avait tout, mais qui n'a jamais pu échapper aux chaînes invisibles de son passé. L'histoire de Marcus Aurelius Antoninus, connu sous le nom de Caracalla, est l'une des plus sombres et brutales de Rome. Un jeune héritier, trahi par son propre sang, réduit en esclavage et transformé en empereur qui gouverna avec la peur et la cruauté. Mais au-delà des faits, cette histoire nous laisse une question troublante: jusqu'où la vengeance peut-elle nous mener? Caracalla obtint tout ce dont il rêvait, il retrouva sa place sur le trône, détruisit son frère et punit ceux qui l'avaient humilié. Et pourtant, il ne fut plus jamais libre. Son âme resta prisonnière de la même douleur qu'il avait voulu effacer. La justice parfaite qu'il poursuivait se transforma finalement en sa condamnation. Peut-être est-ce la véritable leçon: la vengeance promet un soulagement, mais en réalité, c'est une chaîne qui nous attache encore plus fortement au passé. En cherchant à détruire son ennemi, Caracalla finit par se détruire lui-même. Index revers pointant vers la droite blanc, et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Marcus avait le droit de se venger de cette manière? Ou sa justice est-elle devenue aussi cruelle que le crime de son frère? Laissez votre avis dans les commentaires, je veux vous lire. Si cette histoire vous a autant marqué qu'elle m'a marqué en la racontant, partagez cette vidéo pour que davantage de personnes découvrent jusqu'où peut aller la trahison et le prix de la vengeance. Et, bien sûr, abonnez-vous, car nous avons de nombreuses autres histoires vraies de la Rome antique qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur le pouvoir, la famille et la survie. Dans un monde où même les liens du sang peuvent être brisés par l'ambition, souvenons-nous que parfois, l'épée la plus dangereuse n'est pas celle de l'ennemi, mais celle que nous forgeons nous-mêmes à l'intérieur de nous.